merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 3 avril. L'antitétionniste poursuit son génocide dans la bande de Gaza avec une nouvelle journée particulièrement sanglante où près d'une centaine de Palestiniens sont tombés en martyrs dans différents massacres, dont celui de Hayy el-Toufah et Shoujaïa, deux quartiers densément peuplés de la ville de Gaza. En Syrie, 9 citoyens sont tombés en martyrs et plusieurs ont été blessés dans des différents bombardements des forces de l'antitétionniste à l'ouest de la ville de Terra, au sud du pays. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, reçoit un appel téléphonique de son homologue français, Jean-Noël Barrot, en prolongement à l'appel téléphonique de lundi entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron au sujet du règlement des différends entre Alger et Paris. Nouvelle victoire pour la cause sahraoui. La RASD signe un mémorandum d'entente avec la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, dans le domaine de l'action politique. Et puis le président américain met ses menaces à exécution. Donald Trump lance sa grande guerre commerciale baptisée Journée de la Libération, imposant des droits de douane supplémentaires très élevés à une soixantaine de pays. L'Union européenne annonce déjà la riposte. Bonsoir à tous. Plus de 100 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés au 17e jour de la reprise par l'antitétionniste de son génocide contre la bande de Gaza. Depuis le 18 mars, 1263 Palestiniens sont tombés en martyrs et près de 3000 ont été blessés, alors que le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 50 523 martyrs et 114 776 blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Et attention, les images qui vont suivre sont d'une extrême violence et peuvent heurter la sensibilité du public, mais elles sont aussi le reflet d'une réalité tragique. 29 Palestiniens sont tombés en martyrs et 100 autres ont été blessés lorsque des avions de guerre de l'antitétionniste ont bombardé l'école Dar al-Arqam qui abritait des personnes déplacées à Hayy el-Toufah, au nord de la ville de Gaza. Selon la défense civile palestinienne de Gaza, donc, des dizaines de blessés se trouvent encore sous les décombres et les équipes de secours ont entamé une véritable course contre la montre pour tenter de les extraire avant que l'antitétionniste mette sa menace d'une deuxième frappe à exécution. لا حول الله يا الله حسبي الله ونعم الوكيل. كان اطفال يا احمد. خلص تعال هذا. هذا الشاب من تحت الأنقاض قبل إنهاء المهلة. ما زالت تصل إلى هنا إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة. الوضع هنا صعب، مجزرة كبيرة هنا بحق النازحين في مدرسة دار الأرقم بحي التفاح. هذه مجزرة الآن، مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدرسة دار الأرقم. Nombreux ont été les massacres donc perpétrés ce jeudi dans la bande de Gaza. Au moins 37 autres Palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés
dans des bombardements des forces de l'entité sioniste visant la ville de Gaza au centre. Parmi ces victimes, 20 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont plusieurs enfants, dans une zone résidentielle du quartier de Choujaïa, à l'est de la ville de Gaza. Et à Khan Younes, au sud, 8 membres d'une même famille sont tombés en martyrs lorsque les forces de l'entité sioniste ont ciblé une maison et des tentes abritant des personnes déplacées dans la région d'Al-Katiba, à l'ouest de la ville Asmalaïd. Une foule nombreuse s'est rassemblée ce jeudi à Khan Younes, dans la bande de Gaza, pour accompagner les corps de Palestiniens tués par les forces d'occupation sionistes alors qu'ils menaient une nouvelle agression. Des images insoutenables qui en disent long sur la souffrance endurée par les Palestiniens, des Palestiniens dont les larmes ont séché à force de pleurer font leur adieu à leurs proches, une tragédie sans précédent. Sur ces images, on voit des Palestiniens inspecter le site abritant des personnes déplacées à Khan Younes après les frappes sionistes. Nous avons été surpris vers 23h15 par des roquettes qui ont touché la tente. La situation était très difficile. Les gens dans toutes les tentes avaient peur. Ils couraient, les femmes et les enfants criaient. Que vous dire ? La situation est très difficile. Il n'y a plus d'endroit sûr. Nous avons été surpris par le feu qui brûlait. Notre voisin gisait en son fils amputé d'une jambe, sa femme a une jambe amputée et toujours opérée. Un enfant a perdu un œil. Ils sont tous en soins intensifs. Adel Aboufakhr et Houssem racontent les faits. Dans leurs propos résonne le désarroi de 2 millions de Palestiniens. ما هم مسامحينه ولا احنا ولا اطفاله 5 هذا السادس كان في العنايه الصبح صبح 17 membres d'une même famille sont tombés en martyrs lorsque les forces d'occupation ont ciblé 3 maisons. Le bourreau sioniste a repris le 18 mars son agression contre la bande de Gaza. Après une trêve de 2 mois, les attaques ont repris avec un rythme encore plus sauvage. L'armée de l'entité sioniste s'est livrée à une vengeance déchaînée contre les civils dans la bande de Gaza après avoir échoué à affaiblir la résistance palestinienne au mépris des lois internationales et du droit humanitaire. Ce génocide se poursuit dans un silence international inquiétant au moment où une réunion d'urgence est prévue dans quelques instants au Conseil de sécurité. Chaque jour, les Palestiniens se réveillent au fracas des bombes, des obus et des balles. Combien de temps cela va-t-il durer ? Et toujours à Khan Younes, au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans une frappe aérienne des forces de l'entité sioniste visant des tentes de déplacés à l'ouest de la ville. À la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit tenir dans moins d'une heure une réunion d'urgence sur la situation en Palestine. Cette demande est intervenue suite à la dangereuse escalade de la situation dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Gaza, qui subit depuis plus d'1 mois un blocus accompagné d'assassinats indiscriminés qui n'ont pas épargné le personnel humanitaire. Le chancelier allemand sortant, Olaf Scholz, a appelé ce jeudi à Berlin à une nouvelle trêve dans la bande de Gaza, soulignant que beaucoup trop de gens souffraient de la faim, de la poursuite de la violence brutale et du manque de soins médicaux. Ce qu'il faut maintenant, c'est un retour au cessez-le-feu et la libération de tous les otages et une aide humanitaire pour Gaza est urgente. La situation y empire de jour en jour. Aucune aide humanitaire n'est parvenue à Gaza depuis 1 mois.
Cela ne peut et ne doit pas continuer. Trop de personnes souffrent de la faim, de la poursuite des violences brutales et du manque de soins médicaux partout. Il est clair pour nous qu'une paix durable stabilisant la situation en Cisjordanie et à Gaza ne peut être obtenue que par une solution politique. Je vous disais en titre également, en Syrie, 9 citoyens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce jeudi dans des bombardements des forces de l'entité sioniste ayant ciblé la forêt du barrage d'El Jubayliya, situé à l'ouest de la ville de Deraa, dans le sud de la Syrie. Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné la vague d'agressions sionistes menée contre la Syrie, appelant la communauté internationale à adopter une position ferme et à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle cesse ses attaques sur le sol syrien. 377, c'est le nombre de travailleurs humanitaires tués durant l'année dernière dans 20 pays à travers le monde, faisant de 2024 l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour cette catégorie professionnelle, et ce selon les Nations Unies. Neila Hamouda. 2024, une année noire pour les travailleurs humanitaires. Jamais autant d'entre eux n'avaient été tués en mission. En tout, 377 humanitaires ont perdu la vie, marquant une augmentation dramatique. Le 30 mars dernier, à Rafah, des équipes ont récupéré dans une fosse commune les corps de 15 travailleurs humanitaires fauchés alors qu'ils tentaient de secourir des victimes. Ce massacre est loin d'être un incident isolé. Moins de 2 semaines auparavant, un membre du personnel des Nations Unies avait été tué et 6 autres blessés dans l'enclave palestinienne, où plus de 408 travailleurs humanitaires ont trouvé la mort depuis le début du génocide sioniste à Gaza. Humanitarian workers are being killed in unprecedented numbers. Les travailleurs humanitaires sont tués en nombre sans précédent. Selon les données disponibles, 2024 a été la pire année jamais enregistrée, avec 377 travailleurs humanitaires tués dans 20 pays. Cela représente près de 100 décès de plus qu'en 2023, qui avait déjà enregistré une augmentation de 137% par rapport à 2022. L'ONU dénonce une situation intolérable. Ces actes barbares se multiplient et restent souvent impunis. Gaza est désormais considéré comme l'endroit le plus dangereux au monde pour les humanitaires. These attacks are designed to prevent the UN from helping the most vulnerable. Ces attaques visent à empêcher l'ONU d'aider les plus vulnérables et de témoigner. L'impunité pour les attaques contre le personnel humanitaire est devenue la nouvelle norme. Une norme perpétuée non seulement par des acteurs non étatiques, mais aussi par les gouvernements et leurs intermédiaires. Soyons clairs, ceux qui ciblent le personnel humanitaire et des Nations Unies peuvent avoir des multiples motivations, mais ils le font avant tout parce qu'ils le peuvent s'en tirer impunément. Cela doit cesser. Face à ces pertes humaines tragiques, la communauté internationale doit agir. La protection des travailleurs humanitaires est un enjeu vital, car derrière chaque chiffre se cache un visage. Derrière chaque nom, il y a une vie sacrifiée. La mort à Gaza ne fait pas de distinction, car le bourreau est sioniste. Je vous le disais en titre, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi un appel téléphonique de son homologue français, Jean-Noël Barrot, et ce, suite à l'appel téléphonique de lundi entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue français, Emmanuel Macron. Barrot doit effectuer une visite officielle en Algérie dimanche prochain, à l'invitation de son homologue algérien, Ahmed Attaf. Dans cette perspective, l'appel téléphonique a permis aux deux ministres de passer en revue les principaux dossiers auxquels les deux chefs d'État ont demandé que soit accordée une attention particulière dans le cadre plus large du règlement des différends qui sont venus récemment contrarier le cours normal de la relation algéro-française.
Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a appelé ce jeudi à renforcer la coopération entre les pays africains producteurs de pétrole en vue d'une exploitation optimale des ressources énergétiques. Participant par visioconférence aux travaux de la 47e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole, l'APU, Arkab a mis l'accent sur la nécessité de diversifier les sources de financement des projets énergétiques dans le contexte des défis actuels. Dans ce sens, les débats ont porté sur les derniers développements relatifs au lancement de la Banque africaine de l'énergie créée par l'APU. En parlant de pétrole, 8 pays de l'OPEP+, dont l'Algérie, ont décidé d'ajuster leur production pétrolière avec une hausse de 411 barils par jour au cours du mois de mai prochain. Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue par visioconférence à laquelle a pris part le ministre d'État algérien, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, et ayant regroupé 8 pays de l'OPEP+, qui appliquent des ajustements volontaires de production depuis avril 2023. En Algérie, une quantité de cocaïne estimée à 41 kg a été saisie hier à Adrar, en 3e région militaire, lors d'une opération qualitative menée par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, des douanes et de la Sûreté nationale, selon le ministère de la Défense nationale. Je vous en parlais en titre, nouvelle victoire pour la cause sahraoui. La RASD a signé ce jeudi un mémorandum d'entente avec la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, dans le domaine de l'action politique. Dans ce mémorandum, la SADC a réitéré son soutien à la cause sahraoui, dernière colonie en Afrique inscrite par l'ONU sur sa liste des territoires non autonomes, exprimant sa forte volonté de renforcer les relations de solidarité, de coopération et d'amitié avec le gouvernement de la République sahraoui, conformément aux objectifs et principes de l'acte constitutif de l'Union africaine et aux principes de la Charte des Nations unies. Et en parlant de la cause sahraoui, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu hier à Nouakchott l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en tournée dans la région pour préparer son rapport qui doit être soumis au Conseil de sécurité avant la tenue à la mi-avril d'une session pour discuter du Sahara occidental occupé par le Maroc, je vous le rappelle, depuis 1975. Outre de Mistura, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et chef de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO, Alexander Ivanko, fera également partie des intervenants attendus lors de cette réunion. Dans l'actualité également, l'émissaire économique spécial du président russe Vladimir Poutine, Kirill Mitriev, a annoncé qu'il tiendrait ce jeudi des réunions à Washington avec des représentants de l'administration Trump en plein rapprochement entre la Russie et les États-Unis. Il s'agit de la première visite d'un haut responsable russe à Washington depuis le début du conflit russo-ukrainien en février 2022, auquel le président américain Donald Trump assure vouloir trouver une issue en négociant avec Moscou. La visite de Kirill Mitriev à Washington augure-t-elle d'une normalisation à venir entre les États-Unis et la Russie, voire d'un rapprochement plus étroit? Voici l'éclairage de Safwan Ben Sabri. Il aura fallu plus de 3 ans après le début du conflit en Ukraine pour qu'un haut responsable russe se rende à Washington. Donald Trump a depuis le début du conflit assuré sa volonté de mettre fin au conflit au plus vite. Kirill Dmitriev, envoyé de Vladimir Poutine, se trouve actuellement à Washington.
Mais à la table des matières, aucune mention du conflit en Ukraine. Le responsable russe est là pour parler coopération économique. Une façon de préparer l'après-guerre dans le but de revenir à une relation économique normale et apaisée. Par ailleurs, dans la dernière sortie médiatique de Trump concernant les droits de douane, aucune mention de la Russie, les échanges entre les deux pays étant au point mort. Rien pour l'heure n'a filtré à propos des négociations entre Russes et Américains. Cependant, on connaît les positions de Dmitriev concernant Trump et sa politique économique. Le responsable russe a loué sur X la stratégie douanière adoptée par Trump, déclarant que le président américain protégeait l'intérêt national de son pays en mettant la priorité sur l'industrie américaine et un commerce international plus équilibré. Les sanctions américaines visant l'économie russe et les perspectives de coopération économique devraient ainsi figurer au programme des discussions. Dmitriev assure que de bonnes relations entre les États-Unis et la Russie sont cruciales pour le monde entier, tout en reconnaissant que le processus ne sera pas facile entre ces deux poids lourds de la scène internationale. Je vous le disais en titre, le président américain a mis ses menaces à exécution. Donald Trump a lancé sa grande guerre commerciale baptisée Journée de la Libération pour une soixantaine de pays. C'est la douche froide. Il se voit imposer des droits de douane supplémentaires très élevés, perçus sur la totalité ou presque de leur exportation. De son côté, l'Union européenne sera frappée à hauteur de 20% et annonce déjà la riposte. Mohamed Wali Ben Shaban. Les droits de douane imposés par Donald Trump secouent désormais l'économie mondiale. L'une des décisions les plus controversées de Washington a été l'imposition de tarifs douaniers de 10% et plus sur des milliards de dollars de biens étrangers. Cette démarche a provoqué un choc dans les relations économiques internationales. Pour l'Union européenne, les mesures de Trump constituent un coup dur pour l'économie mondiale. L'annonce par le président Trump d'imposer des droits de douane universels au monde entier, y compris à l'Union européenne, porte un coup dur à l'économie mondiale. Je regrette profondément ce choix. Soyons clairs quant aux immenses conséquences. L'économie mondiale en souffrira massivement. L'Allemagne et l'Europe continuent de défendre le libre-échange. Nous sommes attachés à la coopération et non à la confrontation. Si la France se dit prête à réagir par des contre-mesures pour atténuer les effets des tarifs, l'Espagne a déjà annoncé son intention de mettre la main à la poche pour faire de même. L'Union européenne répondra, elle le fera dans un premier temps dès la semaine prochaine, en réplique aux droits de douane qui ont déjà été appliqués il y a quelques semaines par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Et puis elle engagera, elle l'a déjà dit, des consultations pour prendre le cas échéant de nouvelles mesures à la suite des droits de douane réciproques qui ont été appliqués hier soir. Si la tempête éclate, l'Espagne disposera d'un double parapluie, le parapluie européen et le parapluie espagnol. Ce plan mobilisera un total de 14,1 milliards d'euros. À un moment où la mondialisation semble s'être imposée comme une norme économique incontournable, le monde attend désormais de voir comment les relations commerciales internationales évolueront dans les mois à venir. Et si cette guerre commerciale laissera des cicatrices durables sur l'économie internationale. En France, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris suite aux propos et menaces proférées à l'encontre des magistrats ayant jugé la chef de file de l'extrême droite française Marine Le Pen. Cette enquête est dirigée par le pôle national de lutte contre la haine en ligne et confiée à la brigade de répression de la délinquance à la personne. Au moins 3085 personnes ont perdu la vie au Myanmar dans le puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé le pays il y a une semaine, selon un nouveau bilan établi ce jeudi. Par ailleurs, 341 personnes sont toujours portées disparues et 4715 personnes ont été blessées.
Et avant de terminer, l'Algérie a déposé par envoi électronique un dossier d'inscription de l'art de l'ornementation avec des bijoux en argent émaillés de l'habit féminin de la région de Kabylie. Fabrication, conception et port sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette nouvelle candidature intervient en parachèvement des succès obtenus par l'Algérie dans le domaine de l'inscription d'éléments de son patrimoine culturel immatériel auprès de l'UNESCO au nombre de 8 éléments nationaux. Le dernier en date étant le costume féminin, festif féminin de l'Est algérien dans toutes ses composantes, gandoura, melfa et kaftan, ainsi que les bijoux traditionnels assortis. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.